La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est heureuse de vous présenter cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au Touche-à-Tout, ce soir, comme premier invité, j'ai le plaisir d'avoir avec moi une représentante de Catara, Karine Soares-Tremblay, qui est agente de développement et de prévention. C'est bien ça? Bon, alors, re-bienvenue. Merci. Je suis rendu avec les deux permanentes de Catara qui viennent me voir régulièrement. Karine, on va parler de deux événements qui se déroule cette semaine, oui. dont un, dépendamment quand les gens vont nous écouter, un qui se déroule lundi. Je pense que c'est ça, hein? Lundi. Bon, c'est aujourd'hui, oui, parce que nous, on est dans la première émission. C'est la journée de commémoration des travailleurs morts ou blessés au travail. Oui. Et tu veux nous parler de la fête du travail. Donc, ça, c'est deux choses. Oui. La fête des travailleurs, hein, c'est ça, oui. Donc, c'est deux choses différentes. Complètement différentes. Complètement différentes. Deux journées différentes aussi. Voilà. Et aujourd'hui, le 28, oui. C'est la journée de commémoration des travailleurs morts ou blessés au travail. C'est en plein ça. Est-ce que c'est nouveau, ça? Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Ce qui est nouveau, c'est qu'on lance une campagne de ruban. Parce que ces deux événements-là, la fête des travailleurs et la commémoration des travailleurs morts ou blessés au travail, c'est des événements qui existent depuis plusieurs années. En fait, le 28 avril, c'est commémoré depuis 1984. Donc, ça fait quelques années. Hein? Oui, mais moi, là, qui a toujours été dans le milieu de l'information comme journaliste, je vais t'avouer franchement que c'est la première fois que j'en entends parler. Oui. Puis pourtant, là, je devrais le savoir. J'étais dans le milieu, là, tu sais. Bien, écoute, ça fait 30 ans. Oui, c'est une initiative canadienne en plus. Et c'est cette année-là, en 84, que le Congrès du travail du Canada a rendu officiel le jour de deuil, en fait, ce qu'on appelle. Et c'est célébré dans toutes les autres provinces canadiennes. Mais il a fallu, au Québec, attendre 2010 avant que l'Assemblée nationale proclame officiellement le 28 avril comme jour de deuil, jour de commémoration pour les travailleurs qui sont morts ou blessés dans leur travail. Oui, mais ça fait juste 4 ans, ça. Ça fait juste 4 ans. Et ça, je veux attirer ton attention là-dessus parce que c'est vraiment l'illustration de la santé, l'illustration de la situation en santé et sécurité du travail au Québec. C'est-à-dire qu'on accuse vraiment un retard par rapport au reste des provinces canadiennes et même par rapport au reste du monde dans tout ce qu'il y a de prévention des accidents de travail, des maladies professionnelles. Ça voudrait dire qu'on considère ça comme négligent, moins important ou... Bien, vous allez voir probablement un petit communiqué de presse ou des grandes centrales syndicales qui vont faire des manifestations, mais ce n'est pas un événement qui est souligné de façon très, très évidente au Québec. C'est pour ça qu'on a décidé de lancer... Tiens, je l'ai amené. C'est Catara, c'est Catara, okay. Toujours, oui. Moi, je parle pour Catara toujours. C'est pour ça qu'on a la campagne de ruban, puis je te l'ai amené, ton ruban, justement, Pierre. Oh. Voilà. On a lancé la campagne de ruban cette année. Et c'est un ruban un peu spécial, le ruban des travailleurs. C'est un nœud et ça représente le point levé. Donc, c'est important dans la région de Thetford de souligner cette fête-là parce qu'il y a des grands pans de l'histoire du Québec, de l'histoire des travailleurs du Québec qui se sont joués ici. Moi, j'ai pensé, les premiers qui me sont venus en tête, c'est la grève de 1949 et la grève de 1975, qui ont été des conflits majeurs pour la reconnaissance des droits et l'amélioration des conditions des travailleurs au Québec. Donc, on veut vraiment souligner cette date-là dans la région de Thetford et on veut en faire un événement qui va revenir année après année. Ah, bon, OK. Oui, donc les rubans mauves et noirs comme ceux-là, j'en ai amené quelques-uns. Pourquoi mauve et noir? C'est le Congrès du travail qui a décidé de la couleur mauve et du nœud. Donc, on ne s'est pas posé la question. On a dit si le Congrès du travail a déterminé que c'était le ruban représentatif en 84, on ne changera pas d'idée 30 ans plus tard. Et on a rajouté la touche de noir parce que on a souvent vu
chez certaines organisations, la commémoration des travailleurs décédés avec un ruban noir. Ben, on utilisait la petite boucle. Là. Oui, mais il faut dire qu'à une époque pas si lointaine, les gens qui étaient en deuil portaient le noir. Portaient le noir, exactement. Donc, on a décidé tout simplement d'ajouter les deux couleurs. Bon, est-ce qu'on vient de lancer la mode? Je ne sais pas, on aimerait bien, mais on va être dans la région de Thetford dans les jours qui viennent. On va distribuer ces rubans-là gratuitement dans certains commerces. Et si vous voulez vous en procurer aussi, vous n'avez qu'à communiquer avec Katara. À l'endos du petit ruban, on a un petit peu un résumé de ce qu'on fait pour les travailleurs accidentés. Et voilà, vous allez nous voir porter nos rubans mauves. Mais d'où vient cette journée internationale là, de commémoration? On va revenir pour le 1er mai, mais restons pour la journée du 28 avril. Oui. D'où vient la nécessité d'avoir une telle journée? Bien, ça a été tout simplement, je veux dire, une prise de conscience de l'importance, malheureusement, du nombre d'accidentés du travail, des gens qui sont tellement hypothéqués, dans le fond, des fois, qui ne retrouvent jamais la pleine jouissance de leur vie. Ensuite de ça, le nombre de décès par année, c'est quand même quelque chose. Hein? Au Québec, l'année dernière, on en a eu à peu près 211. Mais si on regarde la situation au niveau international, si tu me permets des chiffres, oui. Chaque jour, c'est près de 6 000 travailleurs partout à travers le monde là, qui vont décéder au travail. Ça fait un travailleur à toutes les 15 secondes. Donc, pendant notre entrevue, là, qui dure une quinzaine de minutes, il va y avoir 60 travailleurs qui vont être décédés au travail. Mais c'est beaucoup, je trouve. C'est énorme. C'est énorme. Et lorsque les Canadiens ont lancé cette initiative du 28 avril, le Bureau international du travail a aussi décrété cette journée-là comme une journée internationale en santé et sécurité du travail. Et on considère au niveau international que c'est une bonne opportunité de souligner le fait qu'il est possible de prévenir la plus grande majorité des accidents de travail. Donc, le logo, je voudrais dire le slogan de cette journée-là, ça parle beaucoup, c'est « Souvenons-nous des morts et combattons pour les vivants ». Ah oui, comme de quoi il ne faut ça. jamais arrêter hein, d'essayer d'améliorer les conditions de travail des gens à travers le monde. Et là, si je comprends bien, dans la région, ici, c'est le Comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches, donc Katara. Oui. Vous avez décidé, vous autres, de prendre l'initiative de dire on va le souligner d'une façon marquée. Voilà. Et on va en faire une activité qui va revenir à chaque année. C'est en plein ça. En espérant que les statistiques vont s'améliorer. C'est surtout aussi pour faire prendre conscience aux gens que c'est pas quelque chose qui est rare. Hein? C'est pas quelque chose qui arrive juste aux autres. Les accidents de travail, on est tous à risque, particulièrement les jeunes. Tu sais, mon intérêt pour la cause des jeunes travailleurs. Mais on est tous à risque et ça arrive tellement vite. Hein? Alors, il n'y a pas que les accidents de travail, mais il y a aussi les gens qui souffrent de maladies professionnelles. Dans la région, ici, on parle beaucoup d'amiantose. Ça fait partie, là, donc, d'une dynamique du travail là, qu'il faudrait qu'il change. Dans le fond, il faut essayer de poser des petits gestes comme ça pour établir une culture de la prévention. Ah oui. Dans les milieux de travail des gens d'ici. Parce que vous autres, à Katara, quand les gens viennent vous voir, malheureusement, très souvent, il est trop tard. Oui, quand ils viennent nous voir. Quand on dit « vaut mieux prévenir que guérir », c'est un peu ça, là. Encore, c'est l'adage, là. Donc, autrement dit, à Katara, vous êtes tellement sensibilisés par les effets des accidents, pas juste sur le plan physique, mais psychologique et tout, que vous avez décidé de prendre cette initiative-là? Oui, ça fait partie de mon mandat, moi, en tant qu'agente de prévention aussi, que de faire prendre conscience aux gens, que de sensibiliser la population. Donc, plus je vais travailler fort en prévention, moins Nancy va avoir de travail. Quand elle va revenir la prochaine fois, je lui en parlerai, mais oui, effectivement, on le dit tout le temps, hein? Puis c'est pas juste sur le plan de l'organisation du travail, mieux vaut prévenir que guérir, mais je comprends, là, vous autres, vous êtes
sensibiliser au maximum parce que vous avez les deux mains dans le plat. Hein? Oui, puis c'est pas juste le travail des patrons non plus que de prévenir les accidents. Non, c'est pas toujours la faute de l'employeur. Non, c'est le travail aussi de tous ceux qui sont les travailleurs, les ouvriers, peu importe les milieux de travail. C'est la job de tout le monde que de travailler à prévenir les accidents de travail. Et là, le 1er mai, ça, par exemple, ça, je la connais, celle-là. Oui. Est-ce qu'on dit... oui, c'est une fête. La fête des travailleurs. Ben oui. Puis là, il faut faire une distinction entre la fête du travail, qui a lieu toujours, je pense, c'est le premier lundi du mois de septembre, c'est ça. Et la fête des travailleurs. La fête des travailleurs, en Amérique, c'est moins souligné qu'en Europe. Oui, c'est dommage parce que ça a une belle histoire, cette fête des travailleurs. Mais ici, au Canada et aux États-Unis, en fait, ça se passe différemment. C'est que le 1er mai n'est pas une journée chômée comme partout à travers le monde. Donc, on n'a pas congé le 1er mai. Si on va en France, on a congé le 1er mai. Hein? Oui. Mais ici, il y a du monde dans les rues le 1er mai. Oui, aussi, mais ici, on va prendre notre lundi à la fin de l'été. De toute façon, cette année, il fait tellement froid que je suis contente de ne pas être en congé le 1er mai. Je vais prendre ma journée au mois de septembre. Mais ce qui est particulier quand même, c'est que de façon traditionnellement, en Amérique du Nord, donc États-Unis et Canada, on va profiter de la journée du 1er mai pour manifester. Donc, vous allez voir les grandes centrales syndicales, les organismes pro-travailleurs comme Catara ou les travailleurs même faire des manifestations dans les rues de Montréal ou dans les rues de Québec pour, dans le fond, revendiquer l'amélioration des conditions de travail de la masse ouvrière. Là. Et à une époque pas si lointaine, ici, là, au coin de Saint-Alphonse et Notre-Dame, il y a un monument dédié aux travailleurs. Et puis, c'est dans le cadre de la fête du travail, de la fête des travailleurs que ça a été installé. Ça a été inauguré le 1er mai 1975, ça, en plein dans la fameuse grève de 75. Et il y avait un ancien travailleur qui avait lu un texte que vous pouvez retrouver sur le site web de Catara, d'ailleurs, qui va être publié, en fait, le 1er mai. C'est un mineur qui avait fait la grève de 49, qui avait lu un texte aux mineurs de 75, qui était alors en grève. Et ça va être sur le site de... Ça va être publié, cette déclaration-là, le 1er mai. Ah, bien alors, tu vas me donner le site de Catara. Tout simplement, www.catara.org. Alors, c'est... 2T... ARA.org. De toute façon, Luc va se faire un plaisir de le mettre, là, www.catara.org. Voilà. Et le 1er mai, les gens vont pouvoir aller écouter l'intervention du travailleur minier. C'est un texte, malheureusement. Ça n'a pas été... OK, mais le texte va être là. Le texte va être publié sur le site web de Catara. Et si je comprends bien, ça vaut la peine d'y aller? Ah, c'est touchant. C'est touchant. Oui, c'est très touchant, effectivement. Donc, ça va nous faire plaisir de le partager. Parce que moi, en 1975, je l'ai découvert, ça. Oui. J'étais jeune à l'époque. C'était quelque chose, hein? Oui, c'était très impressionnant, surtout dans le contexte dans lequel on se trouvait, là. Et ce monument-là, il est encore là. Les gens, quand on passe, là, il y a le cénotaphe. Oui. Ça, c'est pour nos soldats qui sont morts au cours des conflits mondiaux. Des deux grandes guerres. Là. Oui, et tout de suite, tout à côté. Tout à côté, avec une grosse pierre. Un bloc de pierre. Là. Donc, on rappelle, bon, pour ceux qui nous écoutent, parce que là, la semaine commence, nous, le 28, puis c'est la journée internationale de commémoration des travailleurs morts ou blessés au travail. Et mercredi, dépendamment encore toujours quand les gens... C'est jeudi, c'est vrai, le 1er mai, c'est jeudi. Donc, c'est la fête des travailleurs. La Journée internationale des travailleurs, oui. Bien, Karine, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et vous, bien, demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans à peine quelques secondes. Comme deuxième invité, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un animateur du mouvement scout de la ville de Thetford Mines, Marc-André Deblois. Bonsoir, Marc-André. Bonsoir, Pierre. Le mouvement scout, oui. Ça fait longtemps qu'on en entend parler, mais ça serait peut-être bon de se faire juste un petit rafraîchissement. D'où ça vient, ça, le mouvement scout? Bien, en fait, vous avez raison en mentionnant que ça fait longtemps que ça existe. Et ça a été fondé en 1907 par Sir Baden-Powell, qui, lui, était, dans le fond, un petit peu expliquer l'historique. Lui, c'était un général de l'armée britannique.
Et durant la guerre des Boers, en Afrique du Sud, il était dans une ville, il était au commandement d'une ville assiégée par une armée 4 fois plus nombreuse que la sienne. Et il a eu le trait de génie d'utiliser les jeunes garçons du village qui étaient dans la ville assiégée et s'en servait comme moyen de communication pour faire des sentinelles, pour aller explorer, pour transmettre des messages, pour informer sur les déplacements de l'ennemi. Et les jeunes, ce qu'ils faisaient, ils faisaient du scouting, qui veut dire de servir d'éclaireur. Il a écrit un livre à la suite, lorsque la ville fut libérée, il a été encensé, et lorsque la ville fut libérée, il a écrit un livre sur comment se servir des jeunes pour faire du scouting. Du scouting. Lorsqu'il est revenu en Angleterre, par la suite, il s'est rendu compte que ce qu'il avait écrit avait tellement inspiré les gens qu'il y a plein d'éducateurs qui se servaient de ces principes pour l'appliquer sur une jeunesse qui n'avait pas d'activité beaucoup organisée. Alors lui a décidé de prendre pendant une quinzaine de jours, de prendre une vingtaine de jeunes garçons de différentes classes sociales pour faire une première expérience qui était de faire du camping dans lequel allait être instruit, enseigné des notions d'autonomie, de survie, comment se débrouiller en nature par soi-même. Et il focusait beaucoup sur comment être quelqu'un de mieux par la pratique, par l'apprentissage. Et c'est comme ça que le mouvement scout a été fondé et ça a pris de l'ampleur. D'ailleurs, le Canada a été le premier pays du Commonwealth à appliquer les principes assez rapidement autour des années 1908-1909. Ah bon. Oui. Et ici, dans la région, est-ce que tu es en mesure de me dire depuis combien de temps que le mouvement scout, parce que moi, il me semble que depuis que je suis jeune, que j'entends parler du mouvement scout dans la région, j'ai même des visages, des noms de personnes qui se sont occupées du mouvement scout pendant des années. Là. Il y a beaucoup d'adultes bénévoles qui se sont impliqués au cours des années et un des problèmes qu'on a eu, c'est que vu que c'est des adultes bénévoles qui donnent du temps en fonction de leur disponibilité, il n'y a pas nécessairement de preuves écrites à partir de quand. Moi, en parlant des gens qui sont impliqués dans le mouvement depuis plusieurs années, ils m'ont dit qu'il y en avait en 1951. Donc, depuis le début des années 50, ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Ah bon. À cette époque-là, c'était une autre époque. Les paroisses étaient très, très fortes. À Thetford, on avait 5 paroisses. Il y avait des groupes de scouts séparés par paroisse. Oui. On parle des centaines de personnes qui s'impliquaient dans les différentes paroisses, autant au niveau des jeunes que des bénévoles. Oui. Bien, moi, je peux te dire qu'à la fin des années 60, début des années 70, mon épouse était cheftaine des louveteaux à Saint-Alphonse. Alors, ça, je sortais de mon coup, là, il y a 40 ans. Bien, moi, je peux te dire que dans les années fin 70, moi, j'étais au 34e unité de Saint-Noël. D'ailleurs, le foulard scout de Thetford, qui maintenant réunit Black Lake et Thetford, c'est le foulard de... Attention au micro. Oui, c'est vrai, excusez. C'est le foulard de la région, mais qui à l'origine était le foulard officiel de la troupe de Saint-Noël. Ah bon. Qui était différent de la troupe de Saint-Maurice, qui eux avaient leur foulard, un peu au même motif, mais aux couleurs différentes. OK. Oui. Mais aujourd'hui, là, en 2014, le mouvement scout est encore vivant à Thetford? Oui. Il y a eu quelques années creuses au début des années 2000. Pas beaucoup d'inscriptions, mais c'est grâce au travail de plusieurs passionnés que le mouvement n'a jamais disparu. Et là, depuis quelques années, on note une recrudescence. On n'est pas revenu à l'époque d'antan où il y avait des centaines de jeunes inscrits, mais on a autour d'une quarantaine, une cinquantaine de jeunes présentement entre 9 et 17 ans qui sont impliqués. Et est-ce que est-ce que ça existe encore, les louveteaux? Là? Je te parlais, moi, que ma femme, elle était responsable des louveteaux fin des années 60, début des années 70. Les louveteaux, ça existe encore. Ça, c'était les plus jeunes, hein? C'était 9-11 à peu près? Ça, c'est 9-11 ans. Il faut comprendre que lorsqu'on dit les scouts, c'est le dénominateur commun de l'ensemble. Mais l'ensemble a des sous-ensembles. On a les louveteaux de 9 à 11 ans. Ensuite, les 12-14 ans, c'est des éclaireurs. Et les plus vieux, 15-17, c'est des pionniers. Avec chacun leur façon pédagogique de passer différentes informations, différents critères, et avec différentes activités aussi, adaptées à leur âge puis à leur aptitude aussi. Et justement, c'est quoi les activités qui les distinguent, là? Tiens, je vais te poser une question. Est-ce que la BA, ça existe encore? Oui. Hein, BA pour?
Pour une bonne action. Bonne action, oui. C'est ça. C'est vrai que les scouts, on est beaucoup associés au fait de, au fait de faire du bénévolat. Et c'est justement, ça rentre dans le mandat d'origine. Les scouts existent pour l'entraide, la solidarité et le respect. Une des meilleures façons qu'on transmet aux jeunes cette valeur-là, c'est en leur inculquant la notion de bonne action. Au Louveteau, il y a quelques années, on avait reçu des petites pièces en argent faites par l'Association canadienne du scoutisme, dans lequel on disait aux jeunes, à tous les jours, vous mettez votre pièce dans votre poche droite ou gauche, c'est selon, et vous n'avez pas le droit de la changer de poche tant aussi longtemps que votre BA n'est pas fait. Ah oui. Donc, on incitait les jeunes à tous les jours avoir leur pièce, et si c'est une bonne action, transférer la pièce dans l'autre poche. Un animateur Louveteau, du nom de Fao, car il faut comprendre qu'au Louveteau, les animateurs ont pris la thématique du livre de la jungle, Vincent de son vrai nom. Désolé, Vincent, si je trahis ton secret. Les gens ne sont pas supposés savoir son nom. Ah bon. A instauré une très bonne politique au niveau des Louveteaux qui était de faire des bonnes actions à toutes les semaines. Et il a créé un tableau dans lequel chaque bonne action rentre dans le tableau et lorsqu'il y en a 100, l'unité au complet a une activité récompense. Ah bon? Oui. Donc, ça incitait les jeunes toutes les semaines. J'ai aidé ma mère à sortir l'épicerie, j'ai aidé ma mère à faire la vaisselle. Donc, ça, c'est quelque chose qui est toujours en vogue. Oui. OK. Là, tu as parlé du livre de la jungle, justement, parce que moi, je me souviens, là, Sylvie, là, il y avait Akela, Bagheera et tout ça. Donc, c'est encore là, ça? Oui. La méthodologie au niveau des Louveteaux repose encore beaucoup sur le livre de la jungle. Et bien sûr, les différents animateurs adultes prennent un nom d'un personnage du livre de la jungle, les jeunes étant eux-mêmes tous des Mowgli, si on veut, des enfants de la jungle qui doivent apprendre à se débrouiller par eux-mêmes. Fait que oui, ça, c'est toujours en vogue pour les Louveteaux à Thetford. OK. Au niveau des éclaireurs, par contre... Là... OK, alors allons-y. Là, les éclaireurs, eux autres, c'est juste un petit peu plus vieux. Là. Oui, c'est lorsque le Louveteau a terminé, a atteint l'âge charnière, et s'il veut continuer, il va progresser, il va monter dans l'autre unité. Il y a toute une cérémonie dans laquelle le jeune se fait appeler par les éclaireurs alors qu'il est louveteau, et si on est prêt à l'accueillir, et puis il y a toute une cérémonie qui salue sa transition. Et il reçoit une badge spéciale qu'il peut mettre sur son uniforme pour montrer qu'il a fait partie du groupe louveteau étant plus jeune. Okay. Et puis là, la thématique change, c'est-à-dire que là, ce n'est plus le livre de la jungle. Là, sont plus vieux. Ils ont moins besoin de mise en scène pour être stimulés. Et les défis sont en conséquence, oui. On va beaucoup plus travailler sur leur autonomie. C'est eux-mêmes qui vont préparer les camps, car les camps sont toujours d'actualité. Ah bon? C'est des moments forts. Camp d'automne, camp d'hiver. Je voulais justement te demander ça, parce que moi, je me souviens que Sylvie, elle préparait ses camps. Elle avait un camp d'été, là. Oui. Et nous, les conjoints, ou en tout cas les chums des filles, on était toujours en arrière pour les appuyer, les seconder. Alors, il y avait un camp d'été. Mais là, tu me dis qu'il y a même plus qu'un camp, là. Oui, autant au Louveteau éclaireur qu'au Pionnier, on a un camp d'automne, un camp d'hiver et un camp d'été. Ah bon? Ça permet de mettre en application différents éléments de ce qu'on voit durant l'année scout. Comme par exemple, aux éclaireurs, le camp d'automne, c'est le premier camp de l'année dans lequel les jeunes, on va leur faire monter eux-mêmes leur tente prospect. Ils vont eux-mêmes préparer la cuisine, la nourriture et, au grand bonheur, faire la vaisselle, incluant celle des animateurs, car il faut qu'ils apprennent à rendre service. Oui, une BA. Oui, une BA. Et puis, c'est probablement au niveau éclaireur le camp le plus difficile, car vu que c'est le premier de l'année, il y a beaucoup de choses à apprendre. Le camp d'hiver est beaucoup plus simple, car ils sont déjà habitués à la dynamique, mais le défi va en conséquence. Cet hiver, au camp d'hiver, on avait un groupe de camping léger puis de camping lourd. La différence, c'est que le camping lourd, eux, c'est une tente prospect qui va être chauffée avec un poêle, mais on couche dehors, là, on s'entend. Et c'est les jeunes eux-mêmes qui doivent, en faisant des tours de garde, alimenter le feu durant toute la nuit. Et le camping léger, c'est des gens qui dorment dans un quinzy. Donc, c'est une espèce de butte de neige dans laquelle on creuse. Il n'y a aucun chauffage et les jeunes passent la nuit au complet dans cet abri-là. Et dépendamment du jeune, s'il a fait son camping léger ou son camping lourd et qu'il l'a réussi, va obtenir une badge qui atteste de sa performance. Ah oui, bon. Avec interdiction complète pendant 48 heures d'aller dans un bâtiment chauffé. Il faut qu'il reste dehors. Eh, Seigneur, oui, oui. Hein, c'est... Donc, ça, c'est un exemple
de ce qu'on demande aux jeunes qu'on ne pourrait pas demander aux louveteaux. Non, Car 9-11 ans, ils sont un petit peu trop jeunes et puis c'est un petit peu trop raide pour eux. Et les pionniers, eux autres, c'est encore un... Les pionniers, eux, ont une plus grande liberté. Principalement, ce sont eux qui vont décider des activités qu'ils vont faire durant l'année. C'est eux qui vont les organiser, autant matériellement que financièrement. On s'entend, on ne leur demande pas de débourser de leur poche, mais ils vont avoir un budget à gérer en fonction des revenus faits par les activités de financement. Et c'est eux qui vont décider de leur activité. On leur demande aussi, comme ce sont les aînés qui ont fait les louveteaux et les éclaireurs, donc qui ont beaucoup d'expérience, de venir aider au camp. Comme cet hiver, les pionniers et les éclaireurs étaient présents sur le même camp. Et bien des fois, les pionniers sont venus donner un coup de main. Et ultimement, ce qu'on espère des pionniers, c'est que lorsqu'ils ont terminé à 17 ans, qu'ils continuent la boucle en venant rejoindre le rang des animateurs pour transmettre... Comme tu as fait, toi. Oui, mais moi, je ne me suis pas rendu aux pionniers, par contre. Bon, j'ai arrêté. Malheureusement, Marc-André, le temps de l'émission file beaucoup. S'il y a des gens, là, des jeunes qui nous écoutent, puis qu'à la lumière de ce que tu viens de dire, disent « Hey, moi, ça m'intéresserait », est-ce qu'il y a une façon d'entrer en contact avec vous autres? Absolument. Sur un moteur de recherche, pour ne pas le nommer Google, on tape Scout Thetford et on va tomber sur le site Internet du groupe de la région qui est très bien fait, dans lequel il y a quantité d'informations sur les groupes et des numéros de téléphone pour contacter. Et c'est pas tellement dispendieux. L'inscription par année par jeune coûte 70 $. C'est 70 $. Est-ce que vous avez encore une réunion par semaine à peu près? Oui, c'est toujours une réunion par semaine. Oui, durant toute l'année, de septembre jusqu'à la fin juin, où il y a le camp d'été, le dernier camp final, qui est le plus long. Donc, c'est 70 $ pour l'inscription. Il y a un autre 70 qui se rajoute pour le jeune qui arrive pour défrayer le coût de l'uniforme, du foulard et des badges. Mais ça, c'est une fois aux 3 ans. Oui. Et sinon, les camps, ça coûte 25 $ par jour de camp. C'est relativement peu cher en considérant toute la nourriture qu'il faut acheter, mais les activités de financement qu'on fait, qui est la vente de calendrier durant l'automne et on ramasse les bouteilles vides en janvier, nous permettent d'avoir des coûts relativement réduits pour les jeunes durant toute l'année. Et ça, c'est sans compter un paquet d'activités qu'on peut faire durant l'année. Ça, je peux te dire que chez nous, le traditionnel calendrier scout est là depuis 40 ans. Ça fait que c'est une façon pour vous autres de vous financer. Oui. Donc, on rappelle, parce que le temps d'émission est écoulé, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont intéressés, ils ont juste à aller sur un moteur de recherche, d'écrire Scout Thetford, et là, ils vont se diriger automatiquement. Et sur le site, on va trouver le numéro de téléphone ou les contacts des gens qu'on peut contacter pour avoir de l'information. Bien, merci beaucoup, Marc-André de Blois, animateur au Mouvement Scout de Thetford. Et vous, bien, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.